boys and girls and the other. Ces dernières saisons, l'Autriche a régulièrement été mise en avant grâce à l'écurie Red Bull. A contrario, aucun pilote autrichien n'a réussi à atteindre le Graal et courir en Formule 1 depuis Alexander Wurz. Pourtant, ce pays est un vivier de talents et de grands noms tels que Gerhard Berger, Jürgen Rindt ou encore, le plus grand de tous, Niki Lauda. Dans les années 70-80, le pilote autrichien aura fait résonner 25 fois Landerberg Landhamströme. Bon, désolé pour ma prononciation, je suis aussi nul en allemand que Yuji Ide derrière un volant. Surnommé l'ordinateur, Niki Lauda a révolutionné la Formule 1, professionnalisant un sport alors en plein essor. Pourtant, ce n'est pas principalement pour ça qu'il est reconnu en Formule 1. Mesdames, messieurs, avant toute chose, sachez que la Formule 1 est un sport extrêmement dangereux. La mort attend les pilotes à tous les tournants et à l'époque, on disait qu'elle était sur l'épaule du pilote, prêt à prendre le volant. C'est pourquoi je tiens quand même à vous prévenir que les images qui pourraient être dans cette vidéo pourraient être choquantes pour certains d'entre vous. Maintenant que cette interlude a été faite, nous pouvons parler de notre épisode des plus grandes courses de champions du monde. Et exceptionnellement, je ne vous parlerai pas d'une seule course, mais bien de deux qui sont liées entre elles. Allez, on est parti pour un nouveau voyage dans le temps. Rendez-vous 1976, mais avant toute chose, une petite présentation de Niki Lauda s'impose. Andreas Nikolaus Lauda, dit Niki Lauda, est né en 1949 à Vienne, dans une famille extrêmement riche. Donc Niki Lauda, en tout cas dans son enfance, n'a jamais eu de problème d'argent. Son père était un grand banquier et homme d'affaires d'Autriche. Le nom Lauda était connu partout en Autriche et c'était une entreprise qui se transmettait de père en fils depuis plusieurs générations. Et vous vous en doutez, Niki Lauda, quand il a demandé d'être pilote, ça s'est pas forcément bien passé. Papa, je veux être pilote quand je serai grand. Pilote? Mais c'est même pas un métier, il veut être pilote. Mais qu'est-ce qu'il est con ce gosse. Oh là là, mais retourne-toi dans ta chambre là, va compter tes billets, entraîne-toi à ton futur boulot. Allez, dégage. Et c'est comme ça que Niki Lauda est devenu banquier. C'était la fin de la vidéo. Au revoir, à la prochaine. Bon, ça se serait passé comme ça si Niki Lauda était un enfant modèle. Mais comme vous le savez, on n'est pas sur la chaîne de Petit Swift banquier, donc reprenons l'histoire là où nous en étions. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner et à activer la cloche, ça soutient énormément la chaîne. Et si la vidéo vous plaît, mettez un petit pouce bleu. Et après cette petite interlude, retour à Niki Lauda. Et comme Lauda veut être pilote, alors il sera pilote. Le problème, c'est que comme aujourd'hui, ça coûte cher. Il faut trouver des sponsors ou en tout cas de l'argent pour aller rouler dans des écuries. C'est pas vous claquez des doigts et vous avez une place. Non, non, il faut quand même apporter de l'argent si vous n'êtes pas forcément très talentueux. Et comme Lauda entache son nom en voulant poursuivre ses rêves, sa famille l'a renié et il n'a pas un sou pour financer sa carrière. Et de ce fait, il va enchaîner des petits boulots par-ci par-là pour pouvoir apporter des garanties financières. Cependant, les coûts deviennent de plus en plus élevés et Lauda ne peut pas continuer à financer sa carrière comme ça. Il a besoin de plus d'argent. Et même s'il est renié de sa famille, son nom, lui, ne change pas. Son nom en Autriche est célèbre, donc avec le culot légendaire qu'on lui connaît, il arrive dans une banque, demande un prêt et repart avec un maximum d'argent. C'est le seul à y croire dur comme fer quand même à sa carrière de pilote. Ce prêt lui permet d'accéder enfin à la F3 et les débuts sont évidemment compliqués. C'est très dur, il n'est pas vraiment au niveau, il a peut-être pas forcément la bonne voiture non plus, et sur sa route, il va surtout rencontrer un certain James Hunt, qui sera plus tard l'ami et le rival de l'ordinateur. D'ailleurs, en fin de saison, l'Anglais sera champion de F3 et écrasera l'Autrichien ne pouvant rien faire. L'année suivante, en 71, Niki Lauda atteint la F2, où il fera un podium durant la saison. Mais ce sera pas assez, les résultats sont quand même plutôt faibles pour l'Autrichien. 71 sera une très grosse année pour lui, car il atteint également le Graal ultime pour un pilote, la Formule 1. Son principal argument ? Je suis un pilote payant. Alors qu'est-ce qu'un pilote payant ? Eh bien je laisse le docteur F1 vous le présenter. À toi Doc. Et tout de suite, le cours du docteur F1. Merci. Alors, qu'est-ce qu'un pilote payant ? Comme son nom l'indique, c'est un pilote qui paye pour avoir un baquet en Formule 1. Vous vous en doutez, si un pilote paye, c'est qu'il y a une contrepartie. Si vous payez pour être en Formule 1, c'est que vous semblez avoir moins de talent que les autres. Pour faire de la Formule 1, soit vous êtes talentueux, soit vous êtes riche. C'était le cours du docteur F1. Personnellement, je vous le dis, j'ai le pif pour reconnaître les grands pilotes, et avec si peu de talent,
Il fera pas une grande carrière, le Niki. Niki Lauda va donc participer à son premier Grand Prix de Formule 1 en Autriche, chez lui, à la maison. Il va pouvoir se montrer et au bout de 20 tours, il abandonne. Ouais, quand rien ne va, rien ne va. Pour la saison 72, on va pas changer une équipe qui gagne chez Lauda. On paye pour rester dans la voiture et on reste anonyme dans le peloton toute la saison. En parallèle de sa saison de Formule 1, il court en Formule 2, catégorie dans laquelle il va faire 3 podiums et finir 5e du championnat. Arrivé à ce moment-là de la vidéo, vous devez vous demander, mais c'est qui Niki Lauda? Il a l'air nul! Surtout qu'au début de la saison 73, c'est là que ça commence à être très compliqué pour l'Autrichien. Il n'y a plus de sous pour financer sa carrière et ses résultats s'améliorent pas en plus. Malgré tout, il va réussir à faire en sorte que BRM, British Racing Motors, lui fasse confiance. Et ils ont eu raison puisqu'au Grand Prix de Monaco, Niki Lauda va enfin se révéler. Tout le monde va pouvoir voir son immense talent. Il réalise une très bonne course, parvenant à être 3e dans les rues étroites de Monaco, avant de malheureusement abandonner. Mais cet abandon sera vite balayé par sa superbe performance et Niki Lauda devient enfin une promesse de la Formule 1. À la fin de la saison, il va recevoir un coup de fil d'un grand monsieur de la Formule 1 qui va changer complètement sa carrière. Ce grand monsieur, c'est Enzo Ferrari. Est-ce que je dois vraiment vous présenter qui est Enzo Ferrari? Sa première saison chez Ferrari en 74 est plutôt correcte. Il prend ses 2 premières victoires en Espagne et aux Pays-Bas, signe 3 deuxièmes places et réalise quand même 9 pole positions. Il finit 4e du championnat, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un mec qui découvre la voiture, et il marque enfin les esprits. Ça y est, dans le monde de la Formule 1, on est capable de dire qui est Niki Lauda. Pour la saison suivante, en 75, on attend plus Clay Regazzoni, qui est un pilote d'expérience, c'est le coéquipier de Niki Lauda, et il a été vice-champion en 74. Mais le début de saison pour Ferrari, c'est pas la joie. Et c'était pas la joie. À tel point que Lauda marque 5 points en 4 courses contre 6 pour Regazzoni. Vous la sentez un peu la saison galère de Ferrari, mais c'est après ces 4 premières courses compliquées que Niki Lauda va se réveiller. Il va enchaîner 3 victoires en 3 courses à Monaco, en Belgique et en Suède, faire une 2e place aux Pays-Bas derrière James Hunt, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas entendu, et prendre une nouvelle victoire en France. Bon, faut pas vendre la peau de l'œuf avant de l'avoir cuit, mais ça sent quand même sacrément bon cette histoire. Pour gagner le titre, il va juste se contenter d'assurer jusqu'à la fin de la saison. Et le voilà, champion du monde pour la première fois, en Italie, sur les terres de Ferrari. C'est durant cette saison qu'on associe Lauda à un ordinateur, calculateur, fin stratège. Il sait parfaitement que pour un championnat du monde, tous les points comptent. De ce fait, il préfère assurer pendant un Grand Prix plutôt que de tout donner pour la victoire et finir par abandonner. Et on arrive enfin à la saison qui nous intéresse, la saison 76. Pour cette saison, Niki Lauda est le principal favori à sa succession. Et pour changer, cette fois le début de saison est vraiment à son avantage puisqu'il remporte 4 victoires sur 6 courses contre 1 pour son coéquipier et 1 pour James Hunt. L'Anglais a été transféré chez McLaren et ça y est, il est enfin le rival de Niki Lauda. En France, James remporte sa 2e victoire de la saison. Et vraiment, on sent que le titre se jouera entre lui et Lauda, même si Lauda semble un cran au-dessus, et surtout, il marque beaucoup plus de points, il est beaucoup plus régulier. D'ailleurs, au Grand Prix suivant, Lauda remporte sa 5e victoire de la saison en Grande-Bretagne, à la suite de la disqualification de James Hunt. À la suite de ce Grand Prix, les jeux semblent faits, puisque l'ordinateur possède 23 points d'avance sur son rival anglais. Mais en Formule 1, rien n'est jamais vraiment décidé. Et c'est ainsi que nous arrivons au premier Grand Prix qui va nous intéresser dans notre histoire. La Formule 1 arrive en Allemagne sur la Nordschleife, aussi appelée l'Enfer Vert. Alors avant de commencer, je dois quand même vous présenter la Nordschleife, puisque c'est pas un circuit commun en Formule 1. C'était un circuit de 22 km, c'est le plus long que la Formule 1 ait connu, il avait 154 virages, les Formule 1 viennent rouler dessus depuis 1951, et c'est un circuit extrêmement dangereux. Vous vous en doutez, l'Enfer Vert, ça vient pas de n'importe où, c'est simple en fait. Vous avez des arbres de chaque côté, vous avez des bosses, à tout moment vous pouvez perdre le contrôle et vous retrouver dans un arbre. Les normes de sécurité n'évoluent pas sur ce circuit, à tel point que les pilotes boycottent l'édition 1970. C'est simple, hein, le plus grand pilote de l'époque, Jackie Stewart, qui avait pris sa retraite 3 ans auparavant, disait du ring: si un pilote vous dit qu'il n'a pas peur sur le ring, soit il vous ment, soit il ne va pas assez vite pour comprendre ce qu'est le ring. Voilà, ça pose un peu les bases. Pour le Grand Prix, c'est un circuit ultra dangereux, déjà sur le sec, mais alors sur piste humide, ça devient incontrôlable. Anecdote aussi à savoir, Niki Lauda n'aimait pas du tout ce circuit, justement, il le trouvait beaucoup trop dangereux. À noter que l'édition 75 a été remportée par Carlos Reutemann et qu'il tentera de défendre ses chances pour l'édition 76. Pour ce
Grand Prix d'Allemagne 76, James Hunt signe la pole devant Niki Lauda. Il doit absolument faire son retard au championnat parce que sinon, il pourrait dire adieu à ses chances de titre. Alors que le départ va être donné pour 14 tours de course, la pluie s'arrête. Cependant, tous les pilotes décident de partir en pneus pluie. Tous? Non. Un pilote résiste encore et toujours à l'envahisseur et décide de partir en pneus secs. Jürgen Mass, le coéquipier de James Hunt. Et il a eu raison car en 20 km et en 7 minutes, la piste sèche extrêmement rapidement. Tous les autres pilotes doivent rentrer au stand pour changer leurs pneus pluie en pneus secs et beaucoup d'entre eux vont perdre du temps. C'est le cas de Niki Lauda qui, après un arrêt catastrophique de son écurie, repart très loin de James Hunt. Contrairement à d'habitude, Niki Lauda va prendre des risques pour faire son retard sur l'anglais. Malheureusement, dans le deuxième tour, alors qu'il remonte, une bosse fait rebondir sa voiture et l'Autrichien perd le contrôle de sa 312 T2. Sa voiture va s'écraser dans le rail, le casque de Lauda est arraché dans l'impact et d'un coup, sa voiture s'embrase. Une première voiture parvient de justesse à l'éviter, mais la deuxième ne peut rien et lui rentre dedans. La voiture continue de brûler. Aucun commissaire de piste ne se trouve dans le coin et ne peut venir l'aider ni même éteindre le feu. Lauda est prisonnier des flammes, il ne peut pas retirer son rayon de sécurité et il semble contraint à la mort, brûlé vif dans sa voiture. Mais si la sécurité sur le circuit n'est pas assurée et que les commissaires de piste ne sont pas là, Lauda peut compter sur le soutien de 4 pilotes qui s'arrêtent et qui tentent d'aider l'Autrichien à sortir de la voiture. On trouve se débattant dans les flammes Arturo Merzario, Harald Hertz, Guy Edwards et Brett Lunger. Les 4 pilotes arrivent miraculeusement à sortir Lauda de sa voiture. L'Autrichien, conscient, tente de rester éveillé jusqu'à l'arrivée des secours. D'ailleurs, il va poser plusieurs questions, dont une à Arturo Merzario. Comment est mon visage? Je ne le sens pas. Merzario ne pourra répondre à Lauda, tant il est choqué par ce qu'il a vu et ce qu'il voit actuellement. Le visage calciné, toussant énormément, mais en étant encore conscient, car il sait que c'est comme ça qu'il restera vivant, il est transféré à l'hôpital le plus proche. Et c'est une fois arrivé là-bas qu'il finit par tomber dans le coma. Et c'est là que le verdict des médecins tombe. S'ils n'ont pas de soucis par rapport à son visage, qui pourra être soigné grâce à une greffe de peau à partir de la cuisse, ils sont beaucoup plus sceptiques concernant ses poumons. Ah oui, l'Autrichien est resté bloqué dans sa voiture pendant près d'1 minute. Il a respiré beaucoup de vapeurs que l'organisme n'apprécie pas, les vapeurs d'essence, de plastique. Les poumons sont encrassés, il a énormément de mal à respirer et les jours de Niki Lauda sont à présent comptés. 3 jours après son entrée à l'hôpital, il recevra l'extrême onction et on attend l'annonce de la mort de Niki Lauda dans les jours qui devraient suivre. Mais comme je vous le montre depuis le début de cet épisode, Niki Lauda n'est pas n'importe qui. Niki Lauda est Niki Lauda. C'est un battant. Et pour lui, l'abandon n'est pas quelque chose de possible. C'est quand même incroyable que même face à la mort, il a dit non. C'est pas toi qui décide, c'est moi. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Mais pendant la convalescence de Lauda, le championnat continue. Si James Hunt a remporté le Grand Prix d'Allemagne à la suite de l'accident de Lauda, l'Anglais ne peut faire mieux que 4e au Grand Prix d'Autriche. Mais il se reprend aux Pays-Bas, signant sa 4e victoire de la saison. Il revient alors au classement à 2 points de Niki Lauda. James Hunt a donc une voie royale pour prendre la tête du championnat au Grand Prix d'Italie, juste avant le retour de l'ordinateur, ce qui mettrait la pression à son rival pour la fin du championnat. Écoutez-moi bien, je vais dire un chiffre et je pense que ça va vous scotcher. 42, après être resté 1 minute bloqué dans les flammes, après avoir eu les poumons encrassés, après avoir reçu l'extrême onction, il aura fallu seulement 42 jours à Niki Lauda pour faire son retour sur les circuits. Quand il arrive, il est à peine cicatrisé au niveau de son visage, il saigne encore un peu, il n'est pas forcément très à l'aise dans la voiture, évidemment, il n'a pas forcément retrouvé toute sa pleine confiance. C'est peut-être trop tôt, 42 jours, tout le monde est un peu sceptique sur son retour. Est-ce que physiquement il est là? Est-ce que mentalement il arrive à être là? D'ailleurs, nouvelle anecdote, Sir Jackie Stewart a été interrogé sur le retour de Lauda en Italie. C'est simple, pour un pilote, lors d'un gros accident, il lui faut entre 3 et 4 mois pour bien revenir et pour bien se remettre d'aplomb. Il dit dans le cas de Niki, on est plus aux alentours de 5 à 6 mois. Et il dit tout simplement que Niki Lauda soit là, c'est juste un miracle. C'est un miracle que Niki Lauda soit là. Le 12 septembre 1976 sera donc une course très importante pour Niki Lauda, une course synonyme de vie après la mort. Nous voilà donc au 2e Grand Prix de cette vidéo, le Grand Prix d'Italie, 1976. Quand Niki Lauda arrive dans le stand Ferrari, il est complètement différent. Il porte une casquette qu'il ne quittera plus jamais. Par contre, le petit Niki, il a eu une mauvaise surprise quand il revient. Le père Enzo Ferrari, là, il s'est dit que Lauda devrait jamais revenir pour la saison 76, en tout cas, que ce serait la meilleure façon pour lui de perdre le titre, puisque de toute façon, d'après Enzo Ferrari, Niki Lauda ne remportera pas ce titre 76 à cause de son accident. Et donc, il Commendatore a tout simplement décidé de le remplacer au soir du
du Grand Prix d'Allemagne. Il a engagé Carlos Reutemann, ce qui, avec le retour de Niki Lauda, pose un peu problème. Comment tu fais? Tu as un pilote qui est encore vivant, hein, puisqu'il est là, il est présent, il veut courir, et tu as engagé à côté un autre pilote. Et là, tu te dis, c'est génial. Déjà, c'est super sympa pour Lauda qui n'était pas mort et qui était déjà oublié par Ferrari. Et donc, la décision qui sera prise sera de faire rouler 3 Ferrari en Italie, donc pour le plus grand bonheur des tifosi. Deuxième autre mauvaise surprise, quand Lauda veut faire ses premiers tours de piste, c'est sous la pluie. Les essais libres, les premiers essais libres sont sous la pluie en Italie. Tout se passe mal. Il n'y a rien qui va, mais ça ira mieux après. En qualification, il va signer le 5e temps, ce qui est impressionnant. Il est devant ses 2 coéquipiers, Carlos Reutemann et Claire Cazzoni. Il les bat en qualif. Ça met un peu tout le monde d'accord. Niki Lauda n'a peut-être pas perdu son coup de volant et du coup les tifosi sont impatients pour le lendemain pour la course, sachant que Hunt est très très loin sur la grille. Ah oui, et si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que James Hunt est seulement 24e sur la grille, allez voir en description, vous lirez la petite magouille qu'ont fait les autorités italiennes pour privilégier les Ferrari et pénaliser le plus possible l'anglais. Nous voilà donc prêts à parler du Grand Prix d'Italie. Sachez que à ce moment-là, c'est un Français qui a signé la pole, c'est Jacques Laffite devant Jody Scheckter. Alors le départ se passe plutôt mal pour le Français puisqu'il est surpris par le Sud-Africain au premier tour. Lauda, quant à lui de son côté, est plutôt très prudent à tel point qu'il descend loin dans le classement. Il est 12e à la fin du premier tour. Mentalement, il n'a pas l'air d'être serein, ce qui est logique. Physiquement, évidemment qu'il n'est pas là, mais Niki Lauda, faut pas trop se poser de questions avec lui, il va se remettre tranquillement dans le bain, à tel point qu'au 8e tour, il est remonté à la 8e place, c'est quand même pas mal, ça veut dire qu'il a doublé quelques pilotes. Un tour après, ça a dû apporter énormément de satisfaction à Lauda, puisqu'il dépasse Carlos Reutemann, le pilote qui était censé le remplacer chez Ferrari. De son côté, son rival au championnat, James Hunt, remonte tranquillement aussi, il est 12e, plus que 5 places à rattraper derrière Lauda. Mais au 10e tour, c'est la catastrophe côté McLaren, James Hunt se rate à un virage, il part en tête à queue et est bloqué dans le bac à gravier. Il est obligé malheureusement d'abandonner. Vraiment un week-end de merde pour McLaren. Il n'y a rien qui allait. À mon avis, ils étaient très contents de partir de l'Italie alors que Hunt abandonne. Lauda, lui, se montre patient et attend son heure. On voit vraiment la différence entre les deux pilotes. Un pilote qui attaque constamment et qui fait des erreurs, James Hunt, et Lauda qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus calme et qui réfléchit beaucoup plus une fois dans la voiture. Au 14e tour, Niki Lauda entre dans les points. Il est 6e. 16 tours après, on est au 30e tour et là, Lauda est dans la boîte de vitesse de Jacques Laffite. Il va devoir attendre le 41e tour pour le dépasser, il est donc 5e. Et là, il fond sur Patrick Depailler, qu'il attaque au 47e tour et il le passe pour glaner la 4e place. Le voilà 4e et c'est déjà très impressionnant de la part de l'Autrichien. C'est tout simplement un retour improbable. Plein de courage, il va se battre jusqu'à la fin du Grand Prix pour cette 4e place, la conserver. Niki Lauda, avec cette course, avec ce Grand Prix, réalise l'un des plus grands exploits de la Formule 1. Alors évidemment, il n'en sort pas indemne. Mentalement, c'était très dur parce que voilà, il fallait revenir à la compétition, il fallait avoir confiance en sa voiture, en sa machine, et physiquement c'est pareil, il est au plus bas. Quand il retire sa cagoule, ses plaies se sont réouvertes, il est en sang complètement, il a mal partout, donc mentalement aussi il fallait s'accrocher avec cette douleur. C'est vraiment un gladiateur, il a fait preuve d'une détermination incroyable lors de ce retour à la compétition et il montre avec cette course que c'est tout simplement l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, l'un des pilotes les plus courageux, les plus déterminés. Quel retour pour Niki Lauda qui reprend en plus 5 points d'avance au classement sur James Hunt.
Cette saison 76 est une saison historique, c'est vraiment une super saison à suivre. Si elle vous intéresse, si la rivalité Lauda-Hunt vous intéresse également, vous pouvez regarder le très bon film Rush qui parle justement de cette rivalité. C'est un peu romancé pour justement attirer le public. Mais n'hésitez pas à regarder ce film, c'est très intéressant. Et nous arrivons du coup à la fin de cet épisode. Voilà du coup pour cette vidéo. Je vais pas aller plus loin dans l'histoire de Niki Lauda pour la simple et bonne raison que c'est un homme qui a eu plusieurs vies, que ce soit en Formule 1 ou même en dehors de la Formule 1. Plus récemment, il a été conseiller chez Ferrari, c'est lui qui a fait venir Schumacher chez Ferrari. Il a été directeur d'écurie pour Jaguar. Il a été directeur non exécutif de Mercedes et c'est lui qui fait venir Lewis Hamilton. Malheureusement, il est parti en 2019, il a laissé un grand vide dans la Formule 1 et ce serait ne pas lui rendre hommage de raconter toute cette vie qu'il a eue après 76 en 5 minutes. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire un épisode, les personnages historiques parlant de Niki Lauda, qui serait un peu la suite de cette vidéo. On commencerait en 77. C'est quelqu'un qui a marqué la Formule 1 de son empreinte et qui était adoré, admiré de tous les pilotes, de tous les fans pour sa bravoure et son courage. Et c'est pourquoi, parce qu'il a fait preuve de détermination et de courage, parce qu'il a fait un doigt d'honneur à la mort, là où tant de pilotes sont partis, et surtout parce qu'il s'est battu pour sa vie. Il me semble évident que Niki Lauda a montré lors de ces 2 courses, qui sont pour moi les plus belles de sa carrière de champion du monde, que les pilotes des générations précédentes, mais aussi de notre génération, devaient mériter tout notre respect. Mesdames, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu et surtout que j'ai réussi à vous montrer que Niki Lauda était un personnage tout à fait incroyable, tout à fait unique. J'espère avoir fait ressortir la volonté immense de Niki Lauda, son incroyable combat constant en fait, que ce soit pour être pilote de Formule 1, pour sa vie. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper la deuxième partie sur Niki Lauda qui sera du coup un épisode des personnages historiques. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour vous tenir un peu au courant de toutes les vidéos qui peuvent sortir. Donc venez sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok. Comme d'habitude, dans cette vidéo, j'ai cité le nom du héros de la prochaine vidéo de cette série. Et en plus, vous le savez, je suis super sympa, donc je vais vous donner un petit indice. Dans cet épisode, on pourrait dire que God Save Niki, mais dans la prochaine vidéo, on pourrait plus parler de God Save the Queen. Si vous pensez avoir trouvé le nom du prochain protagoniste de la série, inscrivez son nom en commentaire. N'oubliez pas d'y inscrire aussi quelle est pour vous la plus belle course de Niki Lauda. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. À droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.